Bonjour, bienvenue dans Cauchemar en ludothèque. J'arrive chez Nicolas, il me propose un Monopoly et j'ai envie de partir. Non, pourquoi mais bon, aïe, c'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Vous aussi? Non, attendez, revenez. Monopoly Deal, rien à voir. En fait, pour le résumer, c'est tous les avantages du Monopoly sans les inconvénients. Vous ne me croyez pas? Bah non, je te crois pas. Je vais vous faire une démonstration, vous allez voir que c'est très très simple. En fait, le but du jeu dans Monopoly Deal n'est pas de mettre son adversaire sur la paille, il est juste de réaliser 3 réussites de couleurs pour une société. 3 verts ou la société d'électricité, je sais plus où elle est. Voilà. Et vous avez aussi des cartes actions que vous pouvez jouer à votre tour. Vous avez le droit de jouer 3 actions, donc 3 cartes. Et vous avez des petits jokers aussi qui vous permettent de changer la couleur et qui sont monotaches, bitaches. Ils sont bitaches, ils s'identifient en tant que gare et des fois ils s'identifient en tant que joker vert. Vous avez aussi des cartes actions loyers qui vous permettent de récupérer des loyers. Et vous avez des cartes de billets qui vous permettent de poser de l'argent. Et les cartes actions parfois vous permettent de voler de l'argent à l'adversaire. Et parfois de lui voler des propriétés. On reprend les bases du Monopoly. Voilà, mais en plus fun. Mais en plus fun. Et plus rapide en aussi, beaucoup plus fun, et une partie peut durer 3 minutes. Et vous avez aussi 2 cartes joker qui sont des contres, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser en éphémère quand quelqu'un vous fait une saloperie, et ben vous dites non, je m'oppose, veto. Voilà. Eh ben dis donc, on est parti sur les chapeaux de roue, donc présentation très efficace. Très efficace. Alors toi tu as joué, hein, tu peux te donner ton avis maintenant. Bon, écoutez, ça se joue. La seule chose que je reproche, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans ce que tu as. Ah oui, on peut jouer de 2 à 5. Et si vous achetez un deuxième jeu, il vous explique dans la règle comment manipuler votre jeu pour pouvoir jouer à 10. Donc en ajoutant et en enlevant des morceaux. C'est eux-mêmes qui ont pensé comment préparer le jeu pour jouer à 10. Pour en vendre plus. Pour en vendre plus, mais surtout pour jouer à 10. Mais en parlant de vente, en l'équilibrant bien. Est-ce qu'il se vend encore? Alors il a été réédité en 2025. C'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, il est très peu connu aussi, bizarrement, mais très mal noté. Mais si vous très mal noté, mais franchement, sur les Board Game Geek, vous avez je crois que c'est 6-4 de moyenne, un truc comme ça. Ce qu'ils reprochent, c'est le côté effectivement très aléatoire et parfois punitif. Je pense aussi, comme on a fait en duel, que c'est un jeu qui gagne à être plus à jouer, à 3-4. Je veux dire, comme ça, c'est pas juste exact pour une seule personne. J'ai bien aimé. C'est un jeu pour moi apéro. Mais ce qui est amusant, c'est de reprendre les recettes du Monopoly sous ce format, et ça tourne bien. C'est un jeu apéro, mais j'allais dire comme un peu Bang, tu peux te permettre d'y jouer 2 heures sans t'en rendre compte, parce qu'une partie en entraînant une autre, à plusieurs, ça va vite, quoi. Alors, ça dépend du public. Moi, 2 heures, peut-être pas. Mais peut-être sans voir, quoi. 1 heure. En fait, tu vois pas le temps passer quand tu y joues. Une fois, j'avais joué avec Alexis, on avait joué presque 1 heure et demie. L'avantage, et on s'en est pas aperçu, quoi. Ça s'enchaîne bien et ça demande chaque fois un peu de revanche, de relancer. Ouais. C'est un jeu péchu sans temps mort. Et on évite les mauvais côtés du Monopoly, c'est-à-dire les longueurs et l'implacabilité du destin. Je m'explique. Au Monopoly, on peut se faire niquer. Après, on est complètement banqueroute. On peut plus jamais revenir. Le mec nous piétine. Et voilà. Alors que là, en fait, même en ayant un mec qui a beaucoup d'argent, on pourrait croire qu'on a perdu, mais avec des cartes, on peut récupérer et gagner en alignant les 3 couleurs. C'est vrai, c'est ce qui m'était arrivé sur la première partie. Tu commençais à m'écraser, mais oui, mais c'est parce que tu as la carte deal banco qui m'a permis de te prendre ce qui allait te permettre de gagner, et finalement c'est moi ça m'a permis de gagner. Donc ce que tu avais rassemblé, je l'ai utilisé pour moi. Ou même si tu doubles l'adversaire en ayant plus vite les couleurs à terminer avec les jokers. Alors, on part sur Gears of War. Alors, montre-nous un peu la boîte. Alors, il y a tous les avantages du jeu de société, non. Tous les avantages du jeu vidéo sans les inconvénients. Non, en fait... le jeu vidéo, il n'y a pas réellement d'inconvénients. Alors, premier inconvénient, désolé les Français, désolé les francophones, c'est en anglais. Voilà, moi je l'ai trouvé sur Amazon grâce à la page Facebook Les Bons Plans Ludiques. Petit clin d'œil. Abonnez-vous, elle est vraiment chouette cette page parce qu'elle permet de savoir les bons plans ludiques, justement, qu'on n'en a pas toujours. Il y a aussi sur Quad une page, tu m'as dit, c'est... les bonnes affaires. Les bonnes affaires, voilà, sur Quad. On salue les copains de Quad. C'est un jeu donc en anglais. Malheureusement, tout est en anglais. Ouais, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de texte. La truc est en anglais. Oui, mais si tu parles pas l'anglais, tu es largué. Ouais. Il faut toujours penser aux gens qui sont handicapés par le fait de ne pas connaître l'anglais, quoi. Donc, comment ça se présente? En fait, on a 2 équipes, c'est un affrontement à 2 joueurs. Donc, on a les Locustes et les Go. Et les Gears. Au tout début, vous allez installer
Attends, monte juste un petit paquet de cartes sans tout ouvrir. Non, en fait, je voulais montrer juste les trucs qu'on installe au début. Ah, les barricades. Les barricades. Au début, vous allez installer 3 barricades qui sont... Alors, juste un petit rappel pour ceux, parce que tout le monde n'est pas forcément gamer vidéo ludique. Ah, c'est un jeu vidéo d'affrontement en... C'est un TPS coopératif. C'est un TPS coopératif. Mode confrontation. On peut se plaquer derrière les murs et derrière les... Oui, c'est un jeu surtout protéger. où on se place derrière justement des barricades. C'est assez posé et c'est un peu des guerres de tranchées. C'est un jeu de couverture. Et quand on se place derrière, en fait, on est protégé des blessures, mais pas de la mort, malheureusement. Parce que quand on est touché, en fait, on va devoir incliner le personnage. Et quand on est derrière le high wall, on a un tout petit bonus qui rajoute +1 en attaque. Alors attends, parce que là tu rentres dans des détails. Change juste les cartes, un peu de quelques personnages vite fait. C'est un peu pour mettre en place à quoi ça ressemble en jeu. C'est un jeu qui se joue en 15 scénarios, donc il y a 15 chapitres. Donc on a un personnage qui va avoir une capacité à chaque début de tour, qui va être notre leader un peu. Et ensuite, on va avoir des unités normales, un ingénieur. Et vous pouvez poser la carte que si vous avez les conditions, donc si vous avez 5 cartes en main ou 8 cartes en main. Oui, c'est un peu la particularité du jeu, c'est qu'on ne peut poser que quand on a le nombre de cartes. Le mana, c'est vos cartes en main, en gros. Donc voilà. Vous pouvez jouer des tactiques. Et je trouve ça malin d'ailleurs, ça. Je trouve que ça marche plutôt bien. Ou des héros. Par contre, c'est vrai que des fois, t'as des cartes en main, j'ai pas ce qu'il faut pour jouer. Tu peux être trop bloqué quand t'as pas trop l'habitude au départ. Et si quelqu'un est en face, vous pouvez le tuer pour prendre sa place. Enfin, pour prendre sa place. En face de lui. Et par contre, s'il y a personne, vous attaquez directement le joueur. Est-ce que tu peux mettre juste les petits personnages pour voir ce que je dis, ce qu'on voit en jeu? Bah, ça, par exemple, c'est une... Voilà. Donc, on commence à poser... C'est un ingénieur. Un personnage, quand les conditions sont remplies. Alors, c'est pas la réserve, c'est quoi? Oui, c'est la réserve. Bon, oui, la réserve. Et ils peuvent se rapprocher de la barricade pour se mettre à couvert. Et tirer de l'autre côté. Et quand on touche directement, là, par exemple, Nico a pas de personnage, je vais le toucher. Et ben lui, de son côté, il va limer dans son paquet 3 cartes parce que j'ai 3 d'attaque. Et c'est comme ça qu'on tue l'adversaire, en fait. C'est quand on lime un peu comme la meule à Magic, en fait. Vous limez le paquet entier de l'adversaire et vous gagnez la partie comme ça. Donc c'est aussi pareil, c'est des jeux très rapides. Ça peut durer 20 à 30 minutes une fois qu'on connaît bien les règles et que voilà quoi. Et qu'on maîtrise le sujet. Donc oui, moi j'ai peu joué, Nico l'avait acheté, on avait fait quelques parties, je trouve ça intéressant, on arrive à faire des petits affrontements. Je me suis quand même trouvé dans plusieurs situations un peu bloqué avec les cartes que j'avais, mais que j'ai tellement peu joué qu'en termes d'équilibre et autres, je ne peux pas réellement jouer. Je vois que c'est intéressant, ça reste plaisant, toi tu y as joué pas mal de fois. Et donc de ton retour de toutes tes parties, tu as toujours pris plaisir. C'est un peu, je dirais pas un banger, mais pour toi, c'est un très bon jeu. Ah, pour moi, c'est un très bon jeu. Ouais. Franchement, en plus, j'ai joué avec mon petit garçon, donc je lui ai expliqué au début un peu les cartes, mais finalement, ça revient très vite. C'est à peu près les mêmes choses, quoi. C'est une unité qui bloque ou qui donne des cartes ou qui machin. Donc même s'il parle pas anglais, eh ben il l'a quand même conceptualisé assez vite. C'est surtout les chiffres. Je dirais que les deux personnages sont bien équilibrés, autant les locustes que les marines, enfin que les gears. Et c'est pas vraiment asymétrique. C'est asymétrique parce que les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Le chef Locuste, il n'a pas le même pouvoir que le chef Marines, mais ça reste pour moi un excellent jeu d'affrontement. Et surtout le gros intérêt de la mécanique pour moi, c'est cette capacité de jeter des cartes, parce qu'on peut jeter des cartes à son tour pour pouvoir avoir les conditions pour poser des cartes. C'est un jeu qui cherche quand même la fluidité et d'ailleurs, c'est un des créateurs de Magic qui l'a fait. Donc il y a vraiment cet esprit on a une phase de pause au début, puis une phase d'attaque, puis une deuxième phase de pause, comme dans Magic vraiment. Et c'est un jeu qui cartonne, franchement. En tout cas, dans mon entourage, tous ceux qui l'ont essayé, ils ont été conquis. Ils ont été conquis. Alors, on part tout de suite sur un autre univers complètement différent. Donc là, c'est le tournoi de Camelot. On en a parlé encore et encore, et on ne cessera jamais d'en parler. Ça aussi, c'est un gros banger du jeu de pli. Oui. Vous ne me croyez pas, je vais vous prouver pourquoi. Pourquoi c'est un gros banger par rapport à tous les jeux de pli qui existent, de type tarot, belote, machin.
eh bien, le gros banger, il est... Non, il n'est pas là. Il est là. Mais où est-il? Eux, c'est ces personnes-là. Vous avez 8 personnages et 8 dans l'extension qui vous permettent avec des petits bonus. Et ils sont tous asymétriques. Ils ont tous des bonus différents. Donc, je vous montre 2, par exemple, 2 différents. Et donc, ces personnages vous permettent d'avoir des petits bonus en début de partie qui vont complètement changer la donne dans le pli. Donc, le pli, c'est 12 cartes qu'on donne à chaque joueur et il y a 12 actions de tour. Vous avez une vidéo avec notre ami ici présent et Nico où on joue assidûment au tournoi de Kaamelott et on donne un avis plus détaillé sur la chaîne. Exactement. Et d'ailleurs Nico qui déteste les jeux de pli. Hein, bon, c'est beaucoup exagéré, mais bon, j'en suis pas très friand. Qui n'aborde pas mais qui en est pas loin. Eh ben, il adore ce jeu et il me le réclame tout le temps, chaque fois que... En plus, il est même allé jusqu'à l'acheter, ce fou. Mais oui, je veux y jouer encore et encore. Pour un jeu un peu plus évolué qu'un simple pli, bah c'est plaisant. C'est plaisant, ça sort vite, il y a des bons moments et tout le monde passe un bon moment. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et même donc si vous êtes un joueur qui voulait un peu plus qu'un party game, ouais, tournoi de Kaamelott, ça fait le café. La Deckbox 80. Alors la Deckbox 80 est très intéressante parce qu'elle permet de ranger un jeu dedans dont nous allons parler. Ce jeu, c'est donc Exploding Kitten. Bon, on ne présente plus. Bah oui, qui ne connaît pas le but étant d'éviter de se ramasser la bombe qui sont là, voilà. Si vous touchez ça et que vous n'avez pas de désamorceur, eh bien vous mourrez. Voilà le jeu. C'est tout. Kit désamorçage, bah oui, on meurt, voilà. Bon. En gros, c'est un party game. Vraiment sympa, vraiment cool à sortir en apéro, avant un petit jeu. C'est accessible à tout le monde, même les non-joueurs, parce que bah, tout est écrit sur les cartes. Donc par exemple, vous avez besoin de 2 chats, bah, c'est écrit. Avec 2 chats, vous pouvez faire ça. Quand il y a écrit mélanger, bah, il y a écrit mélanger. Le plus dur pour moi, c'est les x2, parce que j'ai un peu de mal des fois à comprendre que quand t'en annules un, t'annules pas tout. Pour moi, c'est ça, c'est que la carte, si vous avez d'un coup 3 ou 4 tours d'affilée, bah, vous avez une carte qui vous dit passer le tour, mais tu passes un seul tour sur les 3 d'affilée. Donc il faut comptabiliser les tours. Bon, c'est juste la petite gymnastique à ce niveau-là, qui n'est pas non plus très gênant. Après, moi, j'aime beaucoup le côté roulette russe du jeu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment le côté roulette russe. On peut avoir si on se prend vraiment au jeu, en mode désamorçage et explosion, on peut vraiment avoir des grosses sueurs froides en tirant une carte en se disant putain. Ah ouais, il y a des émotions là, des duels. Il y a du man game. Bah oui, il y a du man game parce que la personne va, quand elle se prend une bombe, va pouvoir la remettre où elle veut. Du coup, il y a un petit calcul, on essaie de rentrer dans l'esprit du joueur, dire où est-ce qu'il va me placer ça, quel mauvais coup il va me faire. Moi, je le mets au pif. Voilà, comme Nico, bravo. Quel talent. Et nouveau jeu apéritif, jeu de pli. Moustache Gracias, un jeu français, monsieur. Oui. Bah, pourtant, le thème n'est pas français. Le thème n'est pas français. Mais avec une moustache. C'est une appropriation culturelle du Mexique. Donc, le but, il est simple. En fait, vous avez de 0 à 7 en termes de vie. Vous allez faire des mises sur le nombre de plis que vous pensez emporter. Il y a 5 plis au départ jusqu'à 1 à la fin, 2 fois 1 même, puisque le dernier 1, on le met sur son front. Donc vous allez miser, par exemple, je pense que je vais gagner 3 manches. Si je rate 3 manches, si je réussis mes 3 manches, mon personnage ne bouge pas. Si je rate mes manches, j'enlève autant que la différence de ce que j'avais prédit. Donc voilà, on se retrouve après à poil et on a perdu la partie. Enfin, un a perdu la partie puisque c'est élimination totale, donc c'est une fois que tous les joueurs sont morts, enfin qu'il ne reste plus qu'un joueur vivant, là le jeu s'arrête. Ben, que dire de ce jeu? Ben, je le connaissais pas, c'est un ami de mon pote Ron qui me l'a fait découvrir à Perpignan, et dès que je l'ai joué, j'ai eu qu'une envie, c'était de l'acheter et de le faire jouer à mon petit garçon, ce qui a été fait, et il s'est régalé, il s'est vraiment régalé. Ben, j'ai même réussi à faire jouer mon petit neveu de 6 ans. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est vraiment la belote, donc si vous connaissez la belote... c'est la bataille et la belote. C'est la bataille, la belote, le tarot. Donc il y a une excuse qui est un 22 ou un 0, ce qui permet... Parce que vous pouvez aussi miser 0 mise, donc ça permet parfois de réaliser une 0 mise. Si quelqu'un met un 1,
On pense qu'on a perdu et là on dit, je mets l'excuse et je dis qu'elle vaut 0. Et là on a perdu le pli. Donc ça peut nous sauver la mise quelquefois. Et après oui effectivement c'est la bataille, le plus grand l'emporte. Et vous devez mettre... Il y a un peu de mind game aussi parce que le premier joueur va dire le nombre de plis qu'il pense faire. Par exemple le tout premier c'est 5, donc je vais dire par exemple 3. Et le joueur qui sera en face, qu'on appelle le petit, ne peut pas miser le nombre de cartes qu'on a dans la main. Donc il peut pas miser 5 pour aller jusqu'à 5, il peut pas miser 2. Il sera forcément obligé de miser 0, 1 ou plus. Et c'est là que le mind game fait son office, on va dire. Donc le mind game reste léger. Ce qui est très bien, c'est que c'est très accessible. Voilà, donc tu parlais de Marius, tu parlais d'Alexis. Ah ouais. Il y a effectivement des moments de tension. Et puis le dessin est super sympa pour des petits enfants. Par exemple, c'est vraiment, il y a un côté naïf. Et le vrai sens du jeu, par contre, il prend vraiment son essence à 4. On peut jouer à 2 puisque, en vrai, on peut jouer qu'à 3, mais à 2 ça fonctionne puisqu'en fait, quand on joue à 3, quand 1 est éliminé, on peut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur vivant. Donc on peut jouer à 2 techniquement. Mais ça prend son vrai sel, son vrai intérêt à au moins 4 joueurs. Je pense très clairement. Donc là, j'ai essayé avec toi en confrontation. Même si on maîtrise pas tout, ça reste quand même de la bataille, un peu du hasard. On essaye un peu d'anticiper son coup, son placement, mais bon, on fait en fonction des cartes. Comme on a peu de cartes en main, on fait un peu ce qu'on peut. Oh, mais ça reste du party game. Hein, et c'est là où je dirais qu'un jeu comme ça, je trouve qu'il fonctionne bien. Ils auraient pu même proposer un petit mode avancé avec quelques éléments pour pondérer un peu le hasard, un peu comme fait Kaamelott, avec des quelques talents. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc en soi, il est agréable et accessible à tous. Le suivant, c'est Arkham Noir. Non, District Noir, pardon. Vous avez des cartes incroyables. 2 affronteurs. Qui l'eût cru? Et c'est encore un jeu de pli. Ah. Mais pas vraiment. Pas tout à fait. Ah bon. En fait, vous avez 5 cartes chacun. Et vous allez devoir, et de départ, et vous allez devoir, en fait, jouer soit une carte, soit ramasser une seule fois. Vous pouvez ramasser qu'une seule fois. Donc vous avez, si vous savez compter, vous avez 5 poses de cartes et un ramassage. Donc vous avez 6 actions. Voilà, 6 actions. Le but étant de ramasser le maximum de points, puisque par exemple si je ramasse, bon, voilà. Et donc j'ai ça, je ramasse, tac, bon, ça voilà, il y a 5 cartes, je ramasse tout ça, et après je vais le réorganiser, un peu comme dans Courtisan, donc je vais mettre 6, 7, 6, 3. Ou Monopoly Deal. Ou Monopoly Deal. Enfin, Monopoly Deal, on ramasse pas de trucs, mais... Oui, mais tu les poses comme ça. Et il y a aussi une autre façon de gagner, c'est de choper les maisons, enfin les bâtiments. Les 3 lieux les qui quartiers. sont, donc en fait... Je vois mon quartier. Ça, c'est un peu comme dans Sea Salt and Pepper, avec les sirènes. Si vous récupérez les 3 bâtiments, vous avez gagné la partie. Peu importe le nombre de... Le comptage, c'est celui qui a la majorité de cartes, par exemple de 7 à la fin de la sortie. Si t'as qu'un seul 7 et que moi j'en ai 2, donc vous allez comptabiliser donc, 7 points pour celui qui a la majorité de ces cartes-là. Vous avez les plus, les plus, vous les ils font des plus, et vous avez des malus qui font des malus. Voilà. Alors, c'est tout bête. Mais on s'y prête, on ça se joue très vite, c'est aussi l'avantage. Il y a une bonne, je trouve, position mind game, c'est assez présent parce que plus on joue avec la personne en face de soi et plus on va essayer de s'adapter à son play et elle-même va s'adapter, on va essayer aussi de l'attirer un peu dans son piège et dire tiens, je sais que tu veux cette carte, donc on va essayer parfois de perdre quelque chose pour gagner à côté avec ce calcul. Plus j'y jouais et plus je lui passerai pas la soirée, mais c'est très bien. Un jeu de Nao Shimamura et Nobutake Dogen. Illustré par Vincent Rocher, qui a fait un très beau travail d'illustration, très prohibition, très film noir. C'est un jeu familial, mais dans le sens, si c'est un ami ou la famille, il prend encore plus de sel, parce que vous connaissez comment réfléchit la personne et vous pouvez mind-gamer bien plus que face à un inconnu. C'est pas dans le sens où c'est un jeu familial qu'on peut jouer en famille. Et donc aussi le gros avantage, c'est qu'on n'a pas trop de temps devant soi, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, entre de gros jeux ou avant de manger ou autre, on se fait un petit district noir, ça sort, on se fait 1 ou 2 parties, c'est réglé. Oui, c'est pareil, c'est des petits jeux d'apéro sympatoches. Moi, quand je dis jeux d'apéro, il n'y a aucun mauvais esprit, c'est pas... moi, j'en ai acheté. Migrants, on a à chaque fois un peu cette discussion, qu'est-ce qu'on considère, un peu jeu apéro, donc c'est des jeux qui vont être sortis
facilement, vite joués, mais qui vont être aussi plaisants. Mais aussi des jeux, comme c'est un jeu apéro, c'est comme par rapport au repas, c'est-à-dire le plat principal, on a envie du plat principal dans une soirée quand on joue. Du coup, si tu fais juste que bouffer des chips et des cacahuètes, c'est pas un repas. Voilà, t'as pas l'estomac rempli, quoi. Alors, moi, c'est mon petit banger de jeu de cartes. Bon, Nico, c'est Appedding Kitten. Moi, c'est celui-là. J'ai réussi à convertir un de mes meilleurs amis, Ron, pour jouer, qui est pas du tout joueur, donc lui, pour le coup. Vous l'avez vu d'ailleurs dans une vidéo de Fige où on avait rencontré Eric Lang. 2024. Ouais, 2024, déjà, un an. Et donc en fait, c'est un jeu de cartes, vous avez 3 cartes au début, et à chaque tour, vous allez piocher une carte et poser une carte. Vous pouvez poser des spectacles, des attractions et des vedettes. Elles sont où ? Bon, ça, c'est des événements, mais qui vont jouer comme des événements, et des vedettes. Voilà. Si tu me les montres à l'envers, ça va pas le faire. Alors, la vedette vous donne un pouvoir à chaque tour, que vous pouvez utiliser ou non. Et le but du jeu pour gagner, c'est d'avoir 5 attractions, dont un grand chapiteau. C'est écrit dessus. Si vous avez 3 cirques à 3 pistes ou plus dans votre zone de jeu, vous gagnez à partie. Ou, beaucoup plus rapide, les cirques à 3 pistes. Ou l'attente de spectacle et 4 spectacles. Alors, comme Monopoly Deal, comme Moustache Gracias ou d'autres, on reste un peu dans la collection où l'adversaire va empêcher que vous meniez à bien votre collection, parce que c'est celle du jeu et l'interaction. Ouais. Et toi, tu as beaucoup joué. Oui, énormément. On y joue tout le temps. Mais on peut même y jouer. Enfin, d'ailleurs, je les ai slivés pour qu'on puisse y jouer au bar et tout. Sur les tables, même si elles sont pas super propres, on joue. Dès qu'on a un peu de temps, on attend dans une bière, machin. Il suffit de entre 3 et 5 minutes pour gagner, parce que des fois, les conditions sont très vite Un jeu très rapide, plaisant, et ce que tu cherches aussi dans ce type de jeu, c'est d'avoir des petits moments de tension qui sont présents. On reste quand même sur des jeux où le hasard est très présent, donc vous n'allez pas pouvoir tout calculer. C'est pas un jeu tactique. C'est pas du mind game. Mais l'interaction entre les joueurs, le plaisir de jeu, oui, il est présent et ça tourne. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi, de fou ? Bon jeu d'apéro, totalement accessible même aux non-joueurs. Ouais, voilà. Et je l'ai eu en cadeau d'ailleurs j'ai fait une commande Philibert et il était offert. Pour je sais plus combien d'achats, 40 €. C'était un beau cadeau. Et donc je pense qu'on devrait... Et puis c'est génial d'avoir ce petit truc parce que du coup il est transportable partout. Voilà, il n'y a pas de boîte, c'est juste un sac. Il est arrivé dans un sac, dans un truc en plastique. Et maintenant je garde que le sac. Et je le mets dans mon sac et ma propre sacoche. Et je le sors à tout moment. Et j'ai converti pas mal de gens avec, d'ailleurs. Alors, quoi on passe maintenant ? On va passer à des boîtes un peu plus grosses. Mais on va revenir encore à 2 petites boîtes au milieu. Un peu plus exigeantes. Alors, Betrayal. Betrayal. Coucou Marie-Laure. Comme les Marie-Laure. Betrayal at the House on the Hill. 3e édition. Il y a eu 2 éditions avant. Là, ils ont amélioré l'édition. Ils ont amélioré, je pense, les figurines. Parce qu'on a quand même 6 figouses. Ça se joue donc de 3 à 6. Vous avez bien compris. Il n'y a pas de figouses pour les monstres. Pourquoi ? Non, les monstres, c'est des petits jetons. Pourquoi 3 à 6 ? Parce que c'est un principe où un traître va se révéler. Donc à 2, le traître, il est vite... t'as plus d'action quand t'as 2 joueurs contre un traître que quand t'as un joueur contre un traître. Ah bah oui, après ça, c'est de la confrontation. Si il y a que toi et le traître, pas très loin. Non, mais il y aura un des 2 qui se révélera comme le traître, mais ça ira beaucoup plus vite en termes de... Après, peut-être ça peut jouer à 2, j'ai jamais essayé, mais... Ce n'est pas un rôle caché. Non, le rôle va être pas caché, puisque le rôle va se deviner après, et on saura que c'est un traître. En revanche, ce qui va changer... Oh là là, tout le bordel. Ce qui va changer, c'est que le traître aura un magazine, livre du traître, dans lequel il va y avoir, il y a 50 scénarios, donc il va y avoir de 50 1 à 50 scénarios, voilà. Et l'autre joueur aura un autre truc, enfin les autres joueurs auront, mais pas le même. Pareil, de 1 à 50, avec le nombre de... Les conditions de victoire sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes pour le traître et les personnages. Il y a 10 scénarios possibles, mais suivant ce qui s'est passé dans
dans la partie, les conditions du traître ou des joueurs vont changer. Et ça, c'est vraiment intéressant pour le coup. Et c'est le bordel là-dedans. Il y a des cartes événements Alors, il y a du terrain que vous pouvez piocher, il y a des cartes objets que vous allez piocher, et il y a des cartes présages que vous allez piocher, qui vont vous révéler. Il y a un petit côté boogeyman. Oui, c'est entre boogeyman et talisman. On ramasse des trucs, et puis il faut éviter de mourir face à des fantômes. Et quand vous avez un certain nombre de cartes, vous voulez savoir quand est-ce que se déclenche le traître, quand vous avez un certain nombre de cartes hantises, donc les cartes avec le présage, là, avec le machin, on déclenche la hantise. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on a 3 cartes hantises, on va lancer 3 dés, un par carte avec le corbeau. Et si on fait plus de 5, donc il y a 2 blanks, 2-2 et 2-1, si on fait plus de 5, la hantise se révèle. On regarde derrière la carte scénario le nom de la dernière carte présage, et ça nous donne une entrée dans le livre de 1 à 50. Voilà, donc dans notre cas, on jouait avec Ron, c'était le livre, il avait raté son jet en ramassant un livre, et ça s'était avéré un livre maudit avec un scénario associé. Il l'a manipulé, et donc lui devait déclencher une espèce d'apocalypse façon Necronomicon, et nous on devait ranger les ossements du gardien dans le cimetière pour qu'il ne puisse trouver la paix et le repos éternel. Y as-tu beaucoup joué? Oui, énormément. J'ai joué à Valcourt avec Alexis. Donc comme je disais, c'est du talisman, hein, c'est-à-dire on lance les dés, on tire des cartes, on lance les dés, il faut faire des réussites dans les dés, avec les mêmes dés que je vous ai montrés, les dés blancs. Là. Des tests de compétences. Des tests de compétences, de savoir, de vigueur, de force. Enfin, c'est talisman, quoi, mais avec un univers un peu plus craignos, quoi. Enfin, talisman, c'est vraiment jeu de loi. On parle vraiment dans le test de compétences. Hein. Oui. Oui, mais ça reste du jeu de loi. Parce que talisman aussi, c'est des tests de compétences de jeu de loi. Hein. Tu lances les dés, tu vois ce qui arrive en fonction des. Oui, mais quand je dis jeu de loi, c'est que tu as un parcours très défini et que là. Non, là, c'est des tuiles que tu tires au hasard. Ouais. On est plus dans un Cluedo avec des pièces, en fait. On est plus dans du Solterra. C'est-à-dire, on sait jamais sur quoi on va tomber. Parce que Cluedo, tu as des cases dans les tuiles. Tu as 3 lieux différents dans la maison que tu peux construire. Le rez-de-chaussée, le palier et la cave, quand tu la trouves. Voilà. Et il paraît qu'il existe un autre jeu, un autre Betrayal qui est dans l'univers de fantasy, de Baldur. Baldur's. Alors je le verrai, peut-être que je le prendrai, peut-être que je le prendrai pas, on verra bien. En fonction. Donc tu as beaucoup joué, donc beaucoup apprécié, parce que c'est vrai que, est-ce que tu l'apprécies mieux? On avait fait une vidéo sur Boogeyman, il y avait Tales of Evil, tu le situes où? Moi, Tales of Evil, j'aime beaucoup le côté narratif. Non, moi, j'aime bien le narratif. Il y a du narratif là aussi, puisqu'il y a des histoires qui sont racontées dans chaque carte. Même si c'est des histoires standards au début, puisque c'est des monstres standards, la vraie aventure, elle commence au moment où il y a le traître qui est révélé. Donc, par exemple, c'est une poupée qui vous tire par les pieds, ou un zombie qui apparaît. Enfin, c'est très standard. Dans Tales of Evil, tu l'as aussi, ça. Oui. Mais par contre, dans Tales of Evil, il y a une vraie histoire, il y a un vrai fil rouge de début à la fin. Oui. Alors plus là, narratif. Le fil rouge, il commence vraiment au moment où le traître se déclare. Au début, c'est plutôt de l'exploration avec une base de scénario, parce que je vous ai montré, il y a 5 scénarios, je crois, 10 scénarios, je sais plus, de départ. Vous jouez nous, hier, on jouait des mecs qui faisaient une émission de télé paranormale, là, et qui des investigateurs, oui. C'est la même différence que les deux meurtres d'épouvante avec tout Desmeda. Il y a un thème, il y a un petit sujet, un petit objectif. Oui, voilà, alors avec que les deux meurtres, c'est totalement narratif. Voilà, il y a un scénario vraiment suivi. Boogeyman, j'ai réussi à convertir. Où est-ce qu'il est? Boogeyman, j'ai réussi à convertir Arthur pour y jouer. Ok. Donc tu n'as pas répondu à la question. Qu'est-ce que tu préfères jouer? Pour toi, c'est différent. Entre Boogeyman et Betrayal. Boogeyman, Tales of Evil, Boogeyman, déjà, on peut jouer à 2 contre le. On peut même jouer à 1 contre le. Qu'est-ce que tu conseilles? De quelles conditions? Vous voulez jouer à quoi? Moi, je veux jouer un truc d'horreur. Je joue à quoi? Un truc d'horreur, t'as Boogeyman qui est très bien, t'as Tales of Evil qui est très bien, et t'as. Ok, achetez tout. Merci. Les demeures et Betrayal. D'accord. Pitfall. Très bien. Alors, ça c'est le tien de jeu, on va parler. Non.
Je te laisse en parler parce que moi je... on a déjà une vidéo assez... Fort Glory. C'est pas exhaustive, mais donc regardez bien, c'est un jeu de deck building. Voilà, on va montrer juste derrière. Combat de gladiateurs avec des arènes, avec des personnages. Là, on a bien rejoué, on a fait 2 bonnes parties. J'ai passé un très bon moment. Au point que ça m'a donné envie de l'acheter. Donc, ouais, je le trouve sur. Non, moi je le trouve chouette. Donc ma critique principale dans ce que ça propose, on dit un peu fiddly, ça aurait mérité un peu plus d'être la recette un peu affinée parce qu'il y a une bonne base. Mais des fois, on est revenu encore quelques points assez régulièrement sur les points de règle. Et quand on n'a pas joué pendant quelques mois, il y a pas mal de choses importantes qui peuvent être zappées. Et le retour dans le jeu, toujours un peu laborieux. Ce qui est chaud, c'est que vos personnages, ils ont des points. Et qu'en fait, quand on arrive à un certain nombre de points dans l'arène, on déclenche le combat. Donc si on n'est pas prêt, ou si on met un gladiateur trop puissant, on dépasse ce seuil et le combat se déclenche alors qu'on n'est pas prêt pour y répondre, quoi. Ce qui t'est arrivé hier. Alors oui, alors ça c'est, il y a un rythme à connaître qui peut être exigeant contre un joueur qui connaît plus le rythme du jeu. C'est qu'on peut être souvent pris par surprise que le combat s'enclenche alors qu'on n'est pas prêt. Alors il faut l'anticiper, mais c'est une contrainte dans le jeu que si vous ne la gérez pas assez bien, vous fait perdre la partie. À son sens, au moins une manche. Voilà, quand l'adversaire se dit moi j'ai des bons gladiateurs en jeu et puis je vais accélérer le jeu pour que le combat se déclenche avant que tu aies au moins un gladiateur ou quelque chose pour répondre. Ou de l'argent pour récupérer tes tactiques. Donc oui, on peut être pris au piège. Ouais. Bon, ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup de choses en éléments, on l'a déjà dit dans la vidéo. Il y a des combats de gladiateurs, c'est intéressant, c'est très tactique des fois, mais selon la quantité de talent, de tactique, des patrons, des tactiques, des arènes qu'on possède, des effets d'arène, d'un coup ça peut faire beaucoup de choses et de calculs à prendre en compte. Des gladiateurs eux-mêmes qui sont pas toujours bien clairs parce qu'on a vu un gladiateur, on est obligé de chercher sur internet pour savoir s'il pouvait poser des bénédictions tout le temps. Oui. C'est là où je veux en venir, un côté un peu fiddly, c'est qu'il y a parfois des interrogations, des ambiguïtés, à dire on n'est pas trop sûr de l'appliquer. Parce que ça paraît peut-être un peu fort ou il était bien fort. des flottements dans le jeu. Moi je pense que c'est un jeu de deck building qu'il faudrait réserver aux experts, je pense. Alors, vu la résolution des combats, qui peut être vraiment tactique, intéressante, mais vraiment parce que tu vois, toi, le temps de te remettre dans le jeu, moi j'avais rejoué avant toi. T'as fait quelques misplays, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est normal. Et on a dû faire un peu des rollbacks parce que tu pouvais être un peu dégoûté de perdre simplement pour un misplay parce qu'un défaut d'attention, une carte que tu avais oubliée, et c'est dommage de perdre une partie là-dessus. Donc exigeant, et je dirais quand même expert dans ses résolutions de combat, après, notre gros problème, c'est comme c'est un jeu assez confidentiel, il est en anglais, il n'a pas été traduit en français. Donc pareil, si vous parlez pas anglais, vous allez être un petit peu largué, même si c'est pas du niveau de Shakespeare, c'est de l'anglais très basique, très scolaire, mais ça peut toujours être un frein. Donc n'hésitez pas, je sais pas comment vous vous appelez, Spillcraft Game, n'hésitez pas à nous sortir une version française, qui c'est cette vidéo buzz. Un jeu d'Alex Wolff. Moi je trouve qu'il a bien réuni, combiné ce qu'on aime dans le deck building, ce qu'on peut aimer dans un jeu de confrontation un peu tactique, et il a fait quelque chose qui tient la route, et comme je disais, qui aurait mérité un peu plus d'être affiné. Voilà, recette. Il y a parfois un petit côté un peu brut sur certains, un peu de décoffrage, des ambiguïtés, mais un bon jeu. Chaque fois que j'ai sorti, c'est toujours le problème un peu de la galère sur certains points de détail qui amènent des discussions et des interprétations, mais c'est un très bon jeu. Et vous avez 57 gladiateurs dans le jeu, mais qui ne sont pas uniques. C'est-à-dire ils reviennent par tranche de personnages, donc on peut se retrouver avec l'adversaire et le joueur, avoir le même gladiateur. Ça, c'est aussi intéressant, je trouve. Alors, oui, j'aurais quand même préféré d'avoir que des gladiateurs uniques. Alors, on a des gladiateurs uniques si on a l'extension là des champions, donc on peut améliorer. Je le sors plus d'ailleurs, celui-là, pour le moment, parce que je trouve que ça ajoute une complexité supplémentaire, parce qu'ils ont des effets très particuliers, intéressants, mais quand on n'est pas assez à l'aise avec le jeu, pour le moment, je recommande de jouer sans. Là, on a joué 2 fois 100. Déjà qu'il est galère avec. Voilà, 2 fois 100, je trouve ça soulageait un petit peu la mécanique. Donc, si on est plus à l'aise, sortez les champions, mais c'est pas une obligation. J'ai voulu tout jouer au départ avec les champions, c'est peut-être pas la meilleure chose.
Pour moi, c'est un jeu de cartes très intéressant, mais qui demande une certaine maîtrise des effets, des tactiques, des personnages, des patrons, là, ce qu'on appelle les patrons, des gladiateurs, et surtout, je le note bien, des différentes arènes. Parce que quand vous gagnez une arène, vous pouvez utiliser son pouvoir, et il faut bien étudier le pouvoir, comme toi, quand tu as pris l'arène qui donnait un dégât à chaque gladiateur. On avait mal lu, dans le sens qu'on avait compris chaque gladiateur ennemi, mais en fait non, c'est chaque gladiateur. Donc vos gladiateurs aussi sont impactés. Donc il faut faire toujours attention à bien connaître les arènes. Voilà, donc ça c'était dit, mais comme il y avait déjà un cumul d'informations assez conséquent, on n'a pas prêté attention. Oui, on l'a zappé. Et voilà, on se dit c'est une arène, elle te donne un pouvoir, donc ça va pas être un pouvoir maléfique, ça va être forcément bénéfique, et pas toujours. Des fois c'est ambigu. Et donc, éviter parfois on peut rager, dire « Ah mince, j'ai oublié ça, j'aurais pu gagner le combat » parce qu'on a oublié un détail important. Mais très bien. Moi, c'est pas un banger, mais un jeu très agréable. On repart sur quelques petits jeux. Oui, là, on change complètement d'univers puisque c'est Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Il est là. Hop! Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la trilogie de Mandu Game. Moi, j'ai les précédents. Pas grave, t'en vas pas plus bas. Jekyll et Hyde et Dracula versus Van Helsing. Et bientôt Dracula versus Jekyll et Hyde ou Dracula versus Van Helsing. Scotland Yard, je ne sais pas. Alors Dracula versus Van Helsing, c'est Maxime Rambourg et Théo Rivière. Et ces deux-là, c'est John Hill. Illustré toujours par Vincent Dutré qui fait des illustrations vraiment là il fait du très beau travail. Magnifique, totalement dans l'époque victorienne. Vraiment le délire gothique à son paroxysme. Le gothique 19e, vraiment très beau, très horrifique et vraiment très beau. Donc Jekyll versus Hyde, vous le saviez, c'était on devait empêcher le Hyde de devenir... Notre première vidéo. On devait empêcher Jekyll de devenir Hyde. Donc il y avait une espèce de jeu de tir à la corde avec du pli et des couleurs, là pour le coup la belote vraiment avec des atouts, ce qu'il n'y avait pas dans les précédents jeux de pli dont on a parlé. Et là en fait c'est Jekyll et Hyde qui sont ensemble contre Scotland Yard. Donc on se retrouve à jouer contre une espèce d'automat qu'on va nous-mêmes générer en donnant nos 8 et 2 cartes à la ville de Scotland Yard, qui va jouer et nous poursuivre. Et il y a 10 scénarios. Donc il y a de 1 à 3, c'est le tutoriel qui va apprendre petit à petit de nouvelles règles. Et de 4 à 10, on passe dans le jeu vraiment classique avec pareil de nouveaux éléments, un peu dans le genre The Crew, quoi. Il va falloir faire tel truc pour gagner l'objectif, arriver à tel nombre de points sur la frise de poursuite, puisque là en fait on a le Scotland Yard qui poursuit Jekyll et Hyde, mais au début ils ne sont pas là. Enfin au début c'est vraiment le tutoriel d'apprentissage et après le jeu va en complexification au fur et à mesure des chapitres. C'est la version coop parce que Jekyll et c'est du coop, c'est du coop. Là c'était de l'affrontement. Là on n'est pas dans de la confrontation, on est vraiment dans du coop pur et dur. Les retrouvailles, oui, excellent jeu de pli qu'on a testé à Cannes avec Nico Bouvier. Et donc c'était une belle retrouvaille et moi je trouve que c'est un bon jeu de pli classique dont je vous recommande l'achat. Mais toi tu en es très friand. Moi je suis très friand. Depuis le départ de l'auteur et des... Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec Jekyll et Hyde. Je joue souvent d'ailleurs avec Alexis à ce Jekyll. Moi qui adore les jeux de pli, c'est incroyable. Toi c'est un banger pour toi. On va aller voir la vidéo pour voir pourquoi je dis c'est un banger, parce que c'est exactement l'inverse. Traître à bord. Traître à bord. Qu'est-ce que Traître à bord? Traître à bord, c'est un jeu de traître. Donc c'est un jeu de rôle caché, et vraiment caché. Vous avez des mutins, vous avez des pirates. Le but et vous avez un espèce de coffre au milieu que vous allez remplir avec des cartes +1, 0 ou -2. Et vous devez annoncer ce que vous mettez dans le coffre. Par contre, rassurez-vous, personne ne peut savoir ce que vous mettez dans le coffre. Il n'y a pas moyen, comme dans certains jeux, de dire « Ah, tu mens, il n'y a pas ça dans le coffre, je vérifie ». Non, c'est pas du tout comme Mascarade, par exemple, de Bruno Feduti. Là, on est vraiment dans le mind game le plus total. On dit qu'on a quelque chose et il faut nous croire sur parole ou pas. Il y a des cartes actions qui permettent de vérifier ce qu'il y a dans le coffre, voire de le réorganiser, voire d'enlever des cartes du coffre.
Il y a des cartes planches qu'on donne à nos joueurs pour tuer le joueur. C'est une fois qu'il reçoit 3 cartes planches, il les détruit. Le but des mutins, c'est qu'il y ait moins de 8 d'argent dans le coffre, en mettant donc des saloperies des -2. Vous n'avez pas le droit de mettre de cartes action dans le coffre, par contre. Hein. Et le but des pirates, eux, c'est d'avoir 8 ou plus de 8 dans le coffre. À un moment donné, au lieu de jouer, un joueur pirate peut dire « Stop, je joue pas, je pense qu'on a 8 cartes. » Et on vérifie si le coffre est bien rempli. Si les 8 cartes sont là, ou plus de 8, les pirates gagnent. S'il y a moins de 8 cartes, les mutins gagnent. Ok, très bien. Merci Google. Voilà. Et c'est un jeu un peu comme les loups-garous, parce que du coup, il y a du côté mind game. Toi, t'es un pirate, toi, je pense que t'es un mutin, parce que c'est caché, quoi. Et donc, à 3 joueurs, tu as 2 pirates et un mutin. Donc, c'est plutôt facile, puisque dès qu'un pirate se retrouve à égalité avec un mutin en termes de présence, les mutins ont gagné la partie. Eh ben, dis donc, j'espère que vous avez bien enregistré toutes ces informations. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est un petit banger. C'est un petit banger parce que, en fait, chaque partie est complètement différente. Dans le sens où, déjà, c'est rapide. Pareil, ça dure 15-20 minutes, ça peut durer moins. Et moi, mon gros kiff, c'est de forcer un pirate à croire qu'un de ses copains est un mutin. Donc, une fois, j'ai forcé Alexis à me mettre des planches à Maminou. Et du coup, moi, j'ai mis la dernière planche en disant « Ouais, Maminou, tu es un pirate, tu es un mutin !» Et clac, après, je révélais ma carte de mutin et je faisais « Pirate !» Pirate ! Donc, c'est très drôle parce qu'on peut s'infiltrer dans le cerveau des joueurs et les pousser à la faute, à détruire leurs propres agents. Et après, ils se défenestrent en poussant des cris. Pas tout à fait, non, ça, c'est pour le prochain jeu. Ok, donc pour toi, c'est un banger. Oui. Rôle caché, party game, que de la folie. Magnifique. Tout à fait. Maintenant, on change de jeu, on va apporter un gros banger. Non, pas du tout. Oh, tu dis ça, il est super bien noté, tout le monde l'adore. Civilisation dans une boîte. Un grand nom, monsieur Vlada Chvátil. Shroud the Age, donc là, je te laisse en parler. Il y a Einstein, il y a Napoléon qui ressemble à Mad Mikkelsen. Je l'ouvre. Des règles de jeu. Oh, 30 000 règles avec des manuels. Attends, non, tu as 2 bouquins. Bon, ça va, on habitue au jeu quand même. Alors, du texte, oui. Il y a des illustrations. Oh là là, voilà, faut faire ça. Les petites cartes. Regardez ça, on a un bon petit plan de jeu. Alors, vous avez de votre board ici. Vous allez avoir vos petits cubes jaunes de population. Donc vous avez un aspect militaire, vous voyez les cartes en rouge. Donc les productions, là on voit la ferme en marron, on a, c'est pas le minerai, bon bref, des matériaux, on a des bâtiments urbains, tout ce qui est en gris, on veut... Donc c'est du civilisation, vous avez les mêmes notions à construire. Vous avez une notion de bonheur, une notion de technologie, de science, vous avez dépensé pour pouvoir développer des nouvelles technologies. Vous avez des merveilles, c'est Civilisation. Vous avez un leader, comme dans Civilisation. Regardez, là, c'est Isaac Newton. Voilà, vous avez plein de choses. Donc, vous avez du où est le bonheur? Regardez. Vous avez du plateau. Du plateau à perte de vue. Le bonheur ludique, absolu. Vous aimez Civilisation? Allez-y, foncez. Du plateau à perte de vue. Alors c'est un peu ce que je me disais au départ. Hein. Je fonce. Un plateau de combat aussi. Ça faisait un moment que j'avais pas joué. Alors j'étais audacieux, c'est qu'avant de partir prendre des jeux, je dis ce serait chouette de rejouer à ça, parce que j'ai l'adaptation sur Steam, donc PC du jeu qu'on avait joué ensemble. Tu connaissais toi-même le jeu. Ouais, un peu. Je crois qu'on avait perdu d'ailleurs. J'ai joué avec Nico. Alors c'est un jeu qui est long, hein. Vous imaginez pas avec toutes les cartes. Bon, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de cartes, mais c'est un jeu qui est long. Vous avez 3 époques. Je vais regarder mon petit papier pour dire tout le bien que j'en pense. Enfin, il y a 4 âges en fait, parce qu'il y a l'Antiquité, l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. Eh bien, ça a été une partie, on était peut-être toujours là pas très enfant. C'était un peu le drame, parce que donc j'ai sorti le jeu de dire Nico, moi j'ai bien envie de jouer à ça. Je dis ouais, pourquoi pas, mais j'étais pas très chaud. J'avais pas relu les règles, c'est ma faute. Mais comme on y avait déjà un peu joué, tout ça, me dire bon, allez, je relance des vidéos explicatives. 45 minutes d'un mec qui explique très bien, d'ailleurs,
crois que c'était un Anglais ou un Polonais. Ils y balancent, très très bien, ok, il y a ça, 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 il y a ça. Deuxième vidéo, allez, 30 minutes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, c'est logique, enfin, bon, une montagne de détails. Pour un jeu qui en soi se joue, je trouve pas en fait qu'il soit complexe en soi. Non, il est pas si complexe. Tu prends tes améliorations, tu les poses, mais des détails à droite à gauche, tout le temps. Et au final, donc on se lance dans le jeu, dire bon ok ça tourne au départ. C'est l'extension. Et on se dit bon attends il faut faire ça avant ou après. Alors on a une petite fiche de rappel. Et où ma petite fiche de rappel? C'est là-dedans. C'est au milieu non? J'ai mis dedans. Ah non dessous, non laisse tomber. Non. Alors attention, ça sort pas du rail. Hein. Là en fait tu l'étires, ça se glisse dedans. Ok. Et là on commence à être une usine à gaz. Je regarde à nouveau les règles. Alors c'est sûr qu'on maîtrise, mais ça c'est l'extension. D'un coup, j'en ai eu marre. On a fait 2 heures. Qu'est-ce qui sonne? C'est la machine qui a fini son... C'était trop. On tombe dans le syndrome. Je suis là pour m'amuser. Je m'amuse pas. Alors, je veux bien, ça se prépare. Hein. D'ailleurs, je vais vous parler d'un autre jeu que j'ai quand même bien préparé en relisant bien les règles de Star Wars Rebellion. Et là, donc, ok, je t'ai pas préparé, mais c'est un peu un vieux jeu dans le sens où il faut vraiment y consacrer du temps parce que le jeu est très exigeant en termes de timing. C'est-à-dire vous allez prendre un écart de plus en plus important si vous avez un retard technologique et autres, même s'il y a des moyens de scorer parce que le but c'est de faire de la culture. Donc vous allez faire de la culture, vous avez plus de science ou autre. Mais pour donner un exemple, moi j'avais joué avec toi et aussi en solo contre l'ordinateur. Il m'a écrasé, alors que j'avais pas eu l'impression de mal jouer, mais il a creusé un tel écart sur tous les pans, militaires, sciences et compagnie. Il y a une vraie maîtrise du jeu, des effets et de... Bon. Et au-delà donc de cette maîtrise, donc de cette exigence qui est intéressante, c'est bien d'un jeu qu'on a envie, pas je le orange, laisse tomber. Ouais. Là, les 2 heures à se replonger dans les règles pour des points de détail. Ouais, j'ai laissé tomber. En fait, maintenant, j'ai envie de vendre le jeu parce que il m'est vraiment tombé des mains. On y a pourtant joué 2 fois. Le jeu a normalement beaucoup de choses pour me plaire. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais tous ces points de détail un peu à l'ancienne et cette exigence de devoir le sortir régulièrement pour vraiment les enregistrer, pour les mémoriser. Là, chaque fois, on se posait quand même trop régulièrement de questions. Hein. Je sais pas. Quel est ton retour? Moi, j'ai noté beaucoup de points de détail, de règles à retenir. Un gameplay intéressant, mais pas assez écrit sur le plateau joueur. Il y a des rappels, oui, mais bon. Mais pas suffisamment. Et tu vois, même toi, j'étais là normalement pour t'aiguiller, pour t'assister dans la gestion de l'entretien des ressources. Ah, mais il faut faire ça. Ah, mais il y a la notion de corruption. Ah, mais je l'ai pas prise en compte, donc il faut refaire le calcul. Ah, mais t'as joué ça avant, il fallait le jouer après. Ouais, on a mis des mecs en plus là aussi. Là. Chaque fois, on se trompait un peu, on faisait un peu un rollback, on essayait de pas... Au bout d'un moment, c'était insupportable. C'est lent et du coup, ça ne s'amuse plus dedans. Et en termes d'impact, pour l'exigence que ça avait, je trouvais que ça faisait pas tant de choses. Ça voulait faire beaucoup de choses, mais au final, pas tant de choses qui méritaient, je trouve, autant d'efforts. Donc, c'est bien pensé. Je vais pas dire... Il y a des gens qui apprécient ce jeu à juste titre. Ça reste quand même too much. Donc voilà, chacun pense ce qu'il veut. On a eu beaucoup de retours en ce sens. C'est... Pour ce que ça propose, c'est un peu trop exigeant. Jeu suivant, Simone. Le jeu suivant Star Wars Rebellion. Alors, on a fait une première partie. Je l'avais acheté il y a 4 ans. C'était un premier jeu RPG. Moi, les retours étaient bons. Alors, pas rôle caché, mais on a la planète rebelle qui est cachée. Il y a une belle aventure. Regardez-moi ça. Mais plus de 150 figurines en plastique. Les figurines sont incroyables. Les figurines sont incroyables. On a un plateau de jeu qui est immense. On voyage. On a nos héros. Même s'il n'y avait pas les figurines, ils sont là. On a du Chewbacca, du Han Solo, du Skywalker, Dark Vador. Il est présent. Le jeu, il fait beaucoup de choses. Il y a des combats spatiaux. Il y a des missions. On va capturer les personnages. On va pouvoir manigancer. Il a tout ce jeu. Il a tout. Mais,
On y a joué une fois, j'ai rejoué avec Nico qui était dégoûté parce que j'avais changé l'emplacement de ma planète rebelle et le jeu était déjà long. On a fait combien de temps là 3 heures. Ouh, je crois qu'on a Même fait peut-être 4. Ouais. Bon, avec sans doute beaucoup de maîtrise, ouais, ça doit aller plus vite. Mais c'est ce qu'il y a écrit, hein, 3-4 heures Oui, sur la boîte. Oui, voilà, donc un jeu de Corée Oniska, dont on a parlé de Rune Wars, un jeu donc, et de Twilight Imperium, et des Demeures de l'Épouvante aussi. Il me semble, ouais. Ah bon? Non, j'aurais pas pensé que c'était lui, c'est FFG. Ah bon, d'accord. Eh ben écoute, cette dernière partie qu'on a faite, alors j'avais mis l'extension, qui apporte alors c'est même pas l'extension qui n'a vraiment posé problème, hein, ça rajoute quelques unités, bon, c'est pas gênant. Non, c'est vrai. Des personnages, ok, pourquoi pas. Surtout la possibilité de résoudre des combats avec un panel de cartes tactiques nouvelles qui sont comme de la gestion de ressources. Donc au lieu que ce soit au hasard en fonction des talents de vos personnages, vous allez dans le jeu d'origine, vous les piochez, vous les appliquez. Donc c'est quand même beaucoup lié à la pioche. Alors que là, vous avez directement accès aux cartes tactiques de votre choix. Et vous allez les dépenser dans l'ordre que vous souhaitez. Et dès que c'est épuisé, vous reprenez votre pioche. Donc j'aime bien cette formule, je trouve que ça fonctionnait bien. Mais alors le jeu, pareil. Là on tombe dans FFG, la règle est plutôt claire, mais des questions, encore des questions, comment on applique ça, de quelle manière, dans quel ordre, la bidule. Et pourtant j'y ai joué. Mais comme dans Through the Ages, si vous n'y jouez pas régulièrement, aïe aïe aïe. Donc peut-être il y a des gens qui ont bien meilleure mémoire que moi, bien plus efficace à se souvenir, il suffit qu'ils relisent une fois. Et pourtant lui je l'ai préparé, lui je l'ai lu, je l'ai relu, je pensais que c'était ok. T'as fait plein de petites têtes de jeu. J'ai plein de petites têtes de jeu, eh ben ça a été la galère, et la galère qui a duré encore et encore. On a eu un final plaisant, la finale était drôle. Elle était chouette. Parce que c'est un jeu qui crée aussi des situations, des aventures de l'inédit, ouais. Donc tu avais découvert la planète rebelle à la dernière minute. Oui. Le jeu allait se finir, moi j'allais terminer. J'aurais pu te faire un coup de Trafalgar en dire je change de planète rebelle, mais je dis on va jusqu'au bout, on va pas le faire, et on va se faire une confrontation. Et donc t'as parti avec l'étoile noire, avec ton Star Destroyer, toute ta troupe, t'as des trucs, t'as essayé de tout rassembler en traversant la galaxie. L'étoile noire. T'as traversé. Moi, j'essaie de te semer des embûches, donc de mettre des unités au bord, de pas me les faire massacrer pour les récupérer. Parce que toi, t'avais une telle armée que si t'arrives sur la planète rebelle, même si j'avais l'avantage d'un point de vue spatial, parce que les combats spatiaux et les combats terrestres, t'allais débarquer avec tes comment ils appellent, TB ou je sais plus quoi, tes trucs, tes quadripodes qu'on trouve dans le combat de la planète sur Hoth. En plus, même si je perdais la bataille, j'avais l'étoile noire fonctionnelle avec la carte utilisée. Voilà, et tu voulais faire exploser la planète rebelle, voilà. Mais tu n'aurais pas eu le temps parce que tu étais pris par le temps. Donc il fallait absolument que tu débarques dessus et que tu marches dessus. Et moi, il fallait absolument que j'évite que tu me rentres dedans. À un moment, j'ai pensé pouvoir m'en sortir, et puis dès que t'es arrivé au bout, même si je t'avais beaucoup ralenti, parce qu'il y a une notion de transport, donc j'avais cassé tous tes transports pour que tu arrives avec le moins d'unités possible, t'es arrivé avec tes 4 gros TBTT, alors là tu m'as écrabouillé. Malheureusement, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit quand le combat est arrivé. Mais c'était intéressant, c'était plaisant, il y a eu de la tension jusqu'à la fin, t'as dit « Ah, je vais pas y arriver », moi j'y arrivais pas, on s'est accroché, et c'est, voilà, le dernier tour, il était cool. Ça, c'était cool. Est-ce que ça valait l'effort? Je dirais non. Parce que tout le temps qu'on a passé avant, et là, tu m'as dit, au départ, on dit, ce jeu, il est super cool, je vais l'acheter. Et je t'ai dit, il est quand même très exigeant. Est-ce que tu auras le temps de le sortir, d'y jouer autant que ça? Oui, parce que 3-4 heures avec Alexis, c'est vrai que ça peut être long. Très cool. Mais attention... Quand il sera plus vieux, quand il aura 10-12 ans. Prenez conscience dans quoi vous vous engagez. Alors je dirais Through the Ages, bon lui j'ai envie de le maintenant de dégager parce qu'il m'a saoulé. Autant Star Wars Rebellion, je sais que c'est too much, mais je le garde. Je tâcherai encore de faire plus d'efforts sur lui. Par contre je sais que Nico il voudra pas y retourner. Mais... Moi je veux bien y retourner. Oui, mais il a fallu 2-3 jours avant de se dire peut-être on y retournera parce que on a fait une demi-journée à un moment donné, on y retournait le lendemain. Ouais, alors t'es chaud pour y retourner. On donnera peut-être un autre avis, peut-être différent, avec plus de maîtrise. Mais il peut être plus costaud que ce qu'il semble être. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le jeu, sur ton expérience de jeu? Sur Star Wars Rebellion, moi j'ai mis une usine à gaz. Malgré un matériel de toute beauté, des figurines magnifiques pour l'époque.
qui reste magnifique. Ouais, l'âge d'or de FFG. J'ai mis une sorte de fureur de Dracula dans l'espace version Star Wars, parce qu'en fait, dans la fureur de Dracula, il faut identifier Dracula qui n'est pas dans une ville. Il est dans une ville, mais on ne sait pas laquelle. Et on doit l'identifier, le traquer, le tuer. On est plus dans du Scotland Yard. Ou du Scotland Yard. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a le but des rebelles, c'est de trouver le but de l'Empire, c'est de trouver la base rebelle et de la détruire. Et le but des rebelles, c'est de faire des objectifs suffisamment pour rejoindre les deux, l'ordre du tour et les objectifs pour détruire l'Empire, pour que l'Empire soit battu à son propre. Et je dirais un peu le syndrome, alors c'est pas un vieux jeu parce qu'il n'est pas si vieux, mais par exemple dans la résolution des combats, c'est un peu long. Alors c'est pas, même sur BGG, ils ont carrément fait un plateau dédié au combat où tu vas prendre les unités que tu as sur le plateau, tu vas les mettre sur un plateau à part pour résoudre dans l'espace et sur la planète, pour que ce soit bien clair. Parce qu'il y a des unités qui doivent être touchées avec des dégâts noirs et d'autres dégâts rouges, donc ils ont différents blindages. Donc il faut regrouper, séparer les unités, les comptabiliser. C'est pas compliqué, c'est juste un peu long. C'est juste un peu long, mais bon. Les chars, c'est l'extension, les dés verts. C'est l'extension, les dés verts, oui. Et voilà, donc j'ai envie de l'aimer. On a passé un bon final, mais ouais, en fait, j'en ai bavé, quoi. Malgré avoir préparé la partie, je trouve que j'en ai bavé inutilement. Ouais, c'est vrai. Pour un jeu qui devrait être moderne, j'aimerais un peu plus d'accessibilité. C'est vrai. Voilà, et maintenant... Et le banger des bangers, mon jeu préféré. J'y mets 11 sur 10. Voilà. 11 sur 10, je mets à ce jeu. Tous des médailles. Voilà, lui, on se prend la tête, mais pour des bonnes raisons. Et lui, c'est la version 3. Mais vous avez besoin de la core box pour y jouer, bien évidemment, puisque c'est que la version 3. Bah ça, donc c'est la boîte l'univers 3, l'épisode 3. Regardez tout ce qu'il y a dedans, c'est magnifique. Il y a même... C'est une seule boîte, il y en a 6. Il y a même Forest Whitaker. Forest Whitaker, qui est un chanteur de jazz. Là, on l'a mis en beaucoup mieux. On voit que c'est lui. Il est là. Il est là. Ça fait très plaisir de jouer Forest Whitaker. Voilà, il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît moins, mais on a fait 2 parties. On s'est régalé. On a parlé plus d'une fois. Bon, je vais pas dire c'est le jeu du siècle, mais pour moi c'est un des mes meilleurs jeux. C'est là où je passe toujours un bon moment. On a joué ce méchant et ces 2 méchants. Oui, on a joué Nug et Yeb. Scénario. Et il y avait de la grosse mouche. Le Grands Anciens, on a joué donc le tout dernier qu'on a fait, le double. Les jumeaux. Là. On va un peu décrire la première partie. Première partie scénario, donc c'était un scénario de l'extension exclusive à Kickstarter, de la nouvelle édition de Marco Portugal. Donc ce n'est pas Rob Davio ni Eric Lang qui n'ont pas participé au projet, il faut le savoir. Donc on sent moins de maîtrise du côté de Marco, je trouve, en termes de jeu. J'apprécie les ajouts qu'il a proposés. Les scénarios, ils sont un peu inconstants, mais dans le jeu de base aussi, ils sont pas tous égaux en qualité. Donc là, le scénario qu'on avait fait, c'était très bizarre. J'ai eu du mal à me mettre dedans. On devait attacher des monstres et des cultistes. Et les sacrifier à lui. Et les sacrifier à la grosse mouche pour les transformer en statues de cire. On était dans le musée Grévin, dans un musée de statues de cire, c'était très étrange. Déjà, on s'est planté Le lore, pour moi, était un peu foireux. On s'est planté de monstres, on les a sacrifiés on s'est trompé, on a mis On les sacrifiait à lui, on les a arrivés à lui. Bon, ça c'est moi aussi, bon, ça peut arriver. Il était un peu plus puissant. Mais ça n'a pas trop changé la donne. 6 au lieu de 8. 8 ou 6. Bon, c'était plaisant sans plus. Par contre, le scénario qu'on a joué qui était... Attends, c'était quoi le dernier? C'était où? Oui, il y avait les 2 anciens, c'était quoi le thème? C'était un rituel magique. L'espèce de maison hantée avec genre la sorcière et l'espèce d'homme-rat qui l'accompagnait. Et il fallait qu'on utilise la magie noire pour montrer que la magie noire pouvait servir le bien, donc créer un rituel pour fermer les portails. Donc les cultistes venaient exploiter la magie noire de la sorcière qui était présente, et nous on allait exploiter aussi cette magie noire pour les mettre sur les portails et rompre le rituel en bloquant pas les portails, mais bon, en appliquant sur les portails. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'objets qu'on allait récolter, on les a tous eus, avec des jetons qu'on mettait dessus pour amplifier ou avoir des effets particuliers. Ouais, donc c'était une couche de gameplay qui était vraiment intéressante, qui nous a permis d'avoir vraiment d'autres solutions et des situations un peu improbables. Au début, on a l'impression que c'était facile, et puis finalement, en fait, on faisait un truc de nous, c'est qu'on pouvait fabriquer le rituel à tout moment, à chaque tour. Et nous, on croyait qu'il fallait attendre
d'avoir les points récupérés sur les monstres. Alors ça fait un peu durer, on était là, on disait, oh, c'est bizarre, il se passe rien, parce qu'on attendait que les monstres aient leurs jetons pour les prendre, et j'avais zappé, c'était écrit noir sur blanc, l'action de scénario qu'on pouvait, pour une action, avoir un de ces foutus jetons. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai passé un très bon moment dessus, très long, parce que je vais vous donner l'avis, parce que le boss exclusif à 2, ils ont chacun 12 points de vie, donc ça fait 24 points pour chaque aspect, donc il y a 3 aspects... Ça a été long. 48-72. C'était plus long que d'habitude. Et le scénario, les personnages qu'on avait, les talents qu'on avait. Toi, tu avais Amir où tu allais donner des actions gratuites c'est bien, ça. Aux autres personnages. Moi, j'avais donc Forest Whitaker qui donc était Charles. Charles qui, avec sa trompette, pouvait aussi donner des attributs, par exemple, tu en défaussant, on avait le droit. Alors, tu avais une gestion qui était intéressante, mais que j'ai peu exploité. Souvent, je zappais. Donc, vous lancez vos dés et je pouvais choisir un des symboles sur un des dés pour le retirer, notamment une folie. Du coup, je ne pouvais pas folie. Et le donner à un. Le donner. Ce que j'ai fait à Amir. Il y a Amir qui manquait un peu de folie pour monter en puissance. Je lui ai donné ça et ça l'a bien aidé. Donc, il y a eu beaucoup d'interactions et de capacités. Et j'irai en fin de partie. À un moment, je me suis retrouvé avec celui qui est Orson Welles, qui est comment il s'appelle ? Walter. Et il était coincé. Il y avait plein de monstres autour de lui. Et on a réussi à se dire, mais attends, t'as un objet. C'est ça la joie de Cthulhu Death Metal, c'est qu'on réfléchit. Mais attends, tu vas emmener tous les monstres et avec l'objet que t'as ramassé, qui est une espèce de pomme ensorcelée, qui fait 3 dégâts quand tu l'utilises en la sacrifiant, comme une grenade. Et on a niqué tout le monde. Et ça paraît rien, mais ce plaisir et aussi cette tension. À un moment, Walter, il a failli mourir. Il s'est pris plein de monstres. J'ai lancé les dés. Il avait plus de stress. Il était full stress. Il avait 1 point de vie. Et l'explosion, le cri de joie de Guy pour dire, allez, on y va, on donne tout, la pression. Et j'ai survécu. Et très souvent, ça se passe comme ça dans Death Metal. Moi, j'ai noté toujours autant de plaisir à gagner ou perdre sur le fil de la corde de la maladie mentale. Une belle aventure, vraiment. Qui étreint les personnages généralement vers la fin de l'aventure. Parce qu'en fait, vous connaissez le principe, je vous renvoie à la vidéo du jeu. Quand vous gagnez de la maladie mentale, vous allez vers la folie. Et la folie, c'est la mort. Et souvent, vers la fin, on est vraiment à l'extrême seuil très puissant. Mais à l'extrême seuil de la mort et de la folie. Et ça, c'est génial. Je trouve que il y a cette tension à la fin. Donc, on commence à mourir comme les uns après les autres. Donc là, on lançait les dés, on essayait de faire des relances pour éviter d'avoir folie, ça marchait. Alors on est quand même soumis aux dés, mais on a quand même pas mal d'éléments pour les pondérer. Et le problème, c'est que le jeu était comme ça, c'est qu'à la fin, on décuple tous les effets des grands anciens. Donc là, on a vous allez prendre un point de folie, vous ne pouvez pas réduire. On est vers la fin, ils sont morts bêtement. Il y en a 2 qui sont morts. Enfin, sauf si tu as le personnage qui peut réduire la folie quand il la reçoit. Et donc il y a eu un ultime survivant. On a utilisé qu'un monstre inconnu parce que les 2 boss sont déjà assez durs. Puissant, donc je vous donne un conseil. Si vous jouez avec un peu beaucoup de boîtes avec les monstres inconnus. Si vous voyez que vous jouez un grand ancien compliqué, n'en mettez qu'un, avec scénario qui peut être aussi difficile. Et par contre, si vous jouez avec un grand ancien plutôt facile, façon Yog-Sothoth, parce qu'on a joué Ithaca et Yog-Sothoth, vous pouvez en mettre 2, je pense, parce qu'ils sont plus simples à gérer. Alors Ithaca, on a essayé. Ithaca, j'ai trouvé... Il est pénible. Non, pas pénible, mais le blizzard qui se balade, j'ai trouvé... peu inspiré. Ithaca, je préfère Yog-Sothoth en simple, mais plaisant, avec les portails qui bougent, avec son acolyte. C'est rigolo, même s'il est simple, c'est rigolo. Mais Ithaca, j'ai pas trouvé très fun. En grand ancien, j'en ai fait... Nugayeb, t'as aimé Nugayeb ? Il est comment dire, c'est pas audacieux, mais on sent que Marco Portugal a voulu un peu tout donner, à dire, un monstre double face, donc vous pouvez jouer l'un ou l'autre avec... Qui déplace les portails vers toi, en plus. Ils ont leur propre plateau. Leurs propres effets. C'est intéressant, mais c'est pas un monstre que je vais sortir régulièrement. Si vous voulez une difficulté supplémentaire, si vous voulez tester vos personnages, parce qu'il faut vraiment descendre les 2, chacun à 12 points de vie plusieurs fois, mais je vais pas le sortir forcément régulièrement. Donc pas mauvais, mais pas indispensable. Et donc après, pour faire une petite liste, Nyarlathotep, ça passe, un peu moyen. Et Azathoth, j'ai bien aimé, mais peut-être un peu facile, mais ça dépend, je pense, de la configuration. Il faut que je le rejoue Azathoth. Et donc, on a plein de scénarios à faire. On a 36, on a plein de trucs. Et voilà, je passe toujours un très bon moment. Et cette complexité, je dirais complexité parce qu'il y a beaucoup de petites choses à prendre en compte, mais je trouve que c'est assez posé. Donc là, on a pris le temps de regarder et la satisfaction de dire, il y a cette solution, il y a ce truc à faire.
Mais on se prend pas la tête dans les règles. C'est pas les règles qui nous prennent la tête, c'est la situation. Et je préfère me prendre la tête dans la situation à gérer que me dire mais comment je dois jouer ça, dans quel ordre. Et il y a une vraie avancée dans le jeu parce que toi-même t'as dit ouais putain maintenant tu t'es vachement amélioré. Le mec qui passe en moto. Tu t'es vachement amélioré et t'as vachement level up en termes de gestion de crise et de gestion de toi aussi, ouais, ce que tu m'as dit. Ouais. Ah ben ouais, toi tu m'as surpris. La première partie, d'un coup, on s'est arrivé à la fin. Tu m'as dit, Nico, Ron, on fait ça. Le temps que je réfléchisse à ce que tu dis, ah bah ouais, impeccable, bravo. Et tu me l'as fait plusieurs fois. Là, maintenant, tu as je trouve une bonne maîtrise de gestion de crise. Donc, c'est pas un jeu, on va gagner beaucoup en expertise, mais au fur et à mesure qu'on joue, on s'améliore. On peut se sentir quand même un peu intelligent. Il y a une frise de progression en fait. Et la situation, c'est pas un puzzle game, mais dire j'ai résolu une situation qui semblait inextricable. Enfin, on pouvait y passer. Ouais, donc voilà, pour moi, ça reste un banger. Oui. Malgré mes réserves sur les ajouts, les nouvelles éditions, moi je m'éclate. Malgré la disparition de ce pauvre Eric Lang. Alors, limite, j'aimerais, tu vois, un Star Wars Rébellion, ou soit peut-être même un mode confrontation, parce que le coop c'est bien, mais c'est dire il y a tellement de choses que limite t'as envie de faire même d'autres choses avec tout ça, parce que c'est ça riche, serait bien. Hein. Mais c'est très cool. Donc si vous voulez vraiment une espèce de, alors c'est pas un dungeon crawler, mais un peu un zombicide plus évolué, la variété, un peu plus d'ambiance, pas scénarisation parce qu'on est dans le très léger, mais vous allez chaque fois vivre des situations quand même. Ça reste du dungeon crawler quand même, mais. Ouais, il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas de découverte de tuiles en fait, tout est là déjà, tout est placé. Oui. Mais bon, pour moi, c'est comme tu dis, pour moi, on reste sur du 11 sur 10, pour un jeu. Puis les tuiles sont magnifiques, enfin, il y a vraiment une immersion dans le jeu qui est incroyable, je trouve. Voilà, on en a parlé, on en parle, on en reparlera, parce que au fur et à mesure des nouveaux. Parce que Nicolas s'est encore endetté pour acheter la dernière version. Alors attends, parce que là, on va dire, 800 €, c'est 9 boîtes. J'ai pas voulu pledger, c'est déraisonnable. Les 6 boîtes suffisent largement. Déjà 2, c'était pas mal, la saison 1 et saison 2. Là, 6 boîtes, la plupart des gens se disent mais comment on sort le jeu, parce que les petites box là qu'ils mettent dans la boîte, là, elles sont vraiment pas dans la boîte. C'est nul. Oui. Attends, on est dans une époque quand t'as un jeu qui vaut aussi cher avec d'aussi belles figurines. Putain, tu fais des trays, tu fais des trucs, les boîtes en carton de 2018. Non, moi je dis non, ça ne va pas. C'est chiant. Et ça fait pas luxe, c'est chiant à sortir. Il faudrait du carton plume ou du trace. Donc là, Simone, ils vont pas se remettre en cause parce que ça sent comme des petits pains, mais non, ça me va pas. Pour sortir le jeu, je le prépare, tu vois, je te regroupe tout dans une boîte, je fais de la préparation, mais tout le monde va pas faire ça. Et si là, les gens qui vont se retrouver 6 boîtes déjà, c'est ingérable, avec 9 boîtes, quand on aime, on ne compte pas. Mais quand même, au bout d'un moment. Ça. Bref. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Ciao.